السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فردوس القرآن. Mes chères sœurs, mes chers frères, salam alaikum et bienvenue sur notre chaîne Firdaus al-Qur'an avec un thème expérience de mort imminente, al-iqtirab min al-maut. L'expérience de mort imminente ou EMI en anglais, Imminent Death Experience, ou IDE ou encore NDE, Near Death Experience. C'est une expression désignant un ensemble de visions et de sensations consécutives à une mort clinique ou à un coma avancé. Ces expériences correspondant à une caractérisation récurrente et spécifique contenant notamment la décorporation, la perception visuelle dans toutes les directions simultanées, la sensation d'avoir la capacité de traverser les obstacles physiques, les murs et la matière, la vision complète de sa propre existence, la vision d'un tunnel et la rencontre avec les entités spirituelles ou des personnes proches, décédées, la vision d'une lumière, un sentiment d'amour infini, de paix et de tranquillité, l'impression de posséder une connaissance omnisciente, l'impression qu'il n'y a plus d'écoulement de temps, l'impression d'une expérience ineffable avec des principes divins ou supranormaux. Mais cependant rares sont les EMI qui associent tous ces éléments et on observe une certaine variation inter-individuelle. De plus, une part importante de EMI comporte des sensations négatives. D'autres EMI définis en tant que EMI ultime durent plus longtemps et poursuivons le récit des EMI qui se termine habituellement par la pénétration de l'expérience ou hémicite dans la lumière observée. Pour cette fois-ci, apercevoir une seconde lumière qui admettrait un caractère divin et qui présenterait à l'expérienceur le monde dans lequel nous sommes. Enfin, des états d'émis peuvent survenir en dehors de toute réelle imminence de la mort. Antécédent historique. Proclus, philosophe grec, rapporte la vision de Cléonyme qui raconte que son âme dégagée de son corps s'est élevée au point d'avoir une vision du monde au-dessous d'elle. Cléonyme d'Athènes. Cléonyme d'Athènes, navré de douleur à la mort d'un de ses amis, perdit cœur, s'évanouit. Ayant été cru mort, il fut le troisième jour exposé selon la coutume. Or, comme sa mère l'embrassait, elle aperçut un léger souffle. Cléonyme reprend peu à peu ses sens, se réveille et raconte tout ce qu'il avait vu et entendu après qu'il avait été hors du corps. Il lui avait paru que son âme, au moment de la mort, s'était dégagée, comme de certains liens du corps gisant à côté d'elle s'étaient élevés vers les hauteurs et ainsi élevés au-dessous du sol, avait vu sur la terre des lieux infiniment variés, quant à l'aspect et aux couleurs et des courants fluvieux invisibles aux humains. Elle était parvenue enfin à un certain espace consacré à Ista, Vesta de Rome, divinité gardienne du foyer, que fréquentaient ces puissants démoniques sous la forme de femmes
d'une beauté indescriptible. Grégoire de Tours, historien franc du VIe siècle, rapporte le témoignage de Salvi, qui après avoir été cru mort, se réveille en s'écriant: Ô Seigneur miséricordieux, qu'as-tu fait de moi pour me permettre de revenir dans ce lieu ténébreux, qui sert d'habitation au monde, alors que ta miséricorde, dont le ciel était pour moi préférable à la vie détestable de ce monde. Lorsqu'il y a 4 jours, vous m'avez vu inanimé dans la cellule qui tremblait. J'étais appréhendé par 2 anges et transporté dans les hauteurs des cieux en sorte que je m'imaginais avoir sous les pieds non seulement ce monde du siècle hideux, mais encore le ciel, la lune, les nuages et les étoiles. Ensuite, par une porte plus brillante que cette lumière, je fus introduit dans une demeure dont le pavé était brillant comme l'or et l'argent. La lumière ineffable, l'ampleur indescriptible. Une multitude des 2 sexes la couvrait en sorte qu'on ne pouvait absolument pas se rendre compte de la profondeur, ni du front de cette foule. Et j'entendais une voix qui disait que cet homme retourne dans le siècle parce qu'il est nécessaire à nos églises. On entendait seulement la voix, car celui qui parlait, il était absolument impossible de le discerner. Après avoir prononcé ces paroles à la stupeur de ceux qui étaient présents, le Saint de Dieu commença à parler avec des larmes dans les yeux. Malheur à moi, parce que j'ai osé révéler un tel mystère. Quelle est l'origine du terme eunuque? L'expression de mort imminente a été proposée par le psychologue et épistémologue français Victor Heger en 1896 dans Le mois des mourants. À la suite de débats menés à la fin du XIXe siècle entre philosophes et psychologues relatifs au récit d'alpinistes, de la vision complète de leur existence lors des chutes. Ces débats ont été initiés par la publication en 1892 des Notizen über den Tod durch Abgrund, note sur la mort causée par le géologue suisse Albert Heim, dans les annales du club alpiniste suisse. À la suite d'une expérience personnelle, lors d'une randonnée dans les Scientists avec un groupe d'alpinistes expérimentés, il a collecté et publié dans cette revue les sensations d'une trentaine d'autres alpinistes qui tous ont vécu une vision complète de leur existence, associée à une sensation agréable de flottement et de calme infini. Et voici ce qu'il y a. Toutes les pensées furent connectées entre elles et très claires. Elles ne furent aucunement brouillées, à la manière d'un rêve. Tout d'abord, j'ignorais quel pouvait être mon sort. Et l'autre, il disait, je pensais à enlever mes lunettes, à les jeter pour que les éclats de verre ne blessent pas mes yeux. Et un autre raconte, je vis ensuite à une certaine distance se déroule comme c'est une scène ma vie entière. Et un autre raconte, à travers une lumière céleste, tout paraissait radieux, tout était beau, sans douleur, sans peur et sans peine. Un autre raconte, la bataille était devenue amour. Une paix divine traversa mon âme, comme une musique sublime.
J'entendis ensuite le bruit sourd de l'impact annonçant la fin de ma chute. Albert Hyde. Dans les années 1960, des psychologues et des psychiatres nord-américains se sont intéressés à ces débats. Les Nordzetsuber den Tod durch Foods ont été traduits en anglais en 1972 par Russell Noyer et Roy Clit sous l'outil de l'Experience of Dying from Falls. Ils se sont alors intéressés à ce phénomène et ont cherché des cas similaires aux États-Unis. D'abord dans les clubs d'alpinisme sans succès, puis parmi les accidents de la route. La collecte suffisante de cas leur permet d'établir une hypothèse. L'expérience s'apparente à un syndrome passager de dépersonnalisation lorsque l'on est en danger de mort. On se scinde en un mois en état d'alerte et en un mois en état d'observation, rendu étranger à son propre corps, ce qui correspond à un mécanisme de protection de la psyché humaine. Les EMI sont mieux connus depuis le développement et l'amélioration des procédures de réanimation. Elles sont populaires avec les travaux du psychiatre Raymond Moody en 1975 sous le nom de Near Death Experience, NDE, reprenons l'expérience de Victor Heger. L'impression de psychiatre Raymond Moody, une impression de décorporation, se détacher du corps, n'est cependant pas exclusive à l'humilier. Elle était déjà présente dans diverses spiritualités, avec des témoignages de personnes rapportant être sorties de leur corps lors de méditation ou au moment de s'endormir, voire le voyage astral dans le monde paranormal. En 2011, dans son article intitulé A Search for the Truth of Near-Death Experience, le docteur James Paul Pandakamalam souligne que les travaux de recherche antérieurs de Raymond Moody créent une grande controverse en analogie dont les conclusions ont été mises en avant par ces éditeurs sensationnalistes dans sa récente publication. Il a déclaré nul et non avenu ses travaux antérieurs sur les EMI et a tenté de récupérer sa crédibilité scientifique. Mort clinique. La mort clinique correspond à une brève période d'inconscience causée par un apport sanguin insuffisant au cerveau dû à une mauvaise circulation sanguine ou à une insuffisance respiratoire ou aux deux. On parle de mort clinique lorsque les tests cliniques défectués et répétés plusieurs fois pour vérifier la mort d'une personne montrent que simultanément le patient n'a plus d'activité musculaire spontanée, n'a plus de réflexe, pas de réaction à la douleur par exemple, et ne respire plus. En effet, il n'existe pas de définition scientifique de la mort, passage de la vie à la mort, ni de la mort cérébrale. Il s'agit de définition médico-légale juridique. Dans le cas d'un consensus socio-culturel, la mort cardio-respiratoire, diagnostiquée par le médecin isolé, a été supplantée par la mort cérébrale, diagnostiquée par une équipe hospitalière avec un plateau technique. Cette évolution s'est faite dans la perspective
pour les besoins de la transplantation, mais le problème n'est pas résolu pour autant. Les critères actuels de la mort cérébrale peuvent encore évoluer. Par exemple, mort de structure particulière cérébrale, diagnostiquée par de nouveaux moyens techniques, ou tout au contraire retour à la mort cardio-respiratoire. Fréquence des EMI. Nous avons plusieurs études ont traité de la fréquence des expériences de mort imminente. Ces études ont fait l'objet d'une méta-analyse en 2008 au sein de l'Université de Liège. Selon cette méta-analyse réalisée par Marie Tonard et Cole, la fréquence des EMI parmi les victimes d'arrêt cardiaque variait de 2% à 12%. Les études étant menées sur les petits échantillons moins de 100 personnes. Nous avons l'étude de Pim Van Lommel en 2001. Rapporte que sur 344 patients interrogés, 62, 18%, avaient certains souvenirs de la période d'inconscience et 41 d'entre eux, 12%, ont expérimenté une EMI de base. Parnia, en 2001, ont rapporté 6%. Et Grisen, en 2003, ont apporté 2%. Par ailleurs, en 2011, une nouvelle étude, réalisée par Vanessa Charlon-Verville, en apporté 5%. La différence réside dans la méthodologie. Van Lommel utilise le questionnaire WCEI, établi en 1980. Alors, les trois autres utilisent un questionnaire plus nuancé, celui de Grisen, établi en 1983. Alors, selon la méta-analyse de Marie Tonard et Cole, la fréquence des EMI est inversement proportionnelle à l'âge. Elle est plus élevée chez les personnes de moins de 60 ans et inversement proportionnelle au déficit amnésique induit par la longueur de la post-réanimation cardio-respiratoire. La fréquence ainsi que de la profondeur de EMI, voire l'échelle de Grisen, n'est pas corrélée avec des facteurs tels que les substances pharmacologiques administrées, la durée de coma ou l'arrêt cardiaque, voire expérimenté. Une EMI augmente la probabilité d'en expérimenter une nouvelle. Cependant, ce résultat peut également être induit par l'âge. En effet, les patients de ce groupe dont les différentes études sont majoritairement des personnes jeunes. En 2015, on estimait que 4% de la population des pays développés avait vécu une EMI, dont 13 millions de personnes aux États-Unis et 16 millions en Europe. En France, 2,5. Les effets de la profondeur des expériences de mort imminente sur la survie. Cette profondeur d'expérience de mort imminente, définie par exemple par l'indice WCEI, Wasted Core Experience Index, de Bruce Grisen, pour mesurer la qualité d'une EMI sous la forme d'une échelle de qualification des témoignages et corrélée avec un risque de décès dans les 30 jours après l'arrêt cardiaque. De l'autre côté, il existe des témoignages de guérison hors norme et non expliqués par le corps médical après une EMI. C'est le cas du patient numéro 10. La recherche menée par Penny Satori, qui a trouvé l'usage de sa main droite, auparavant immobile, pour cause de paralysie cérébrale. Le documentaire de Pierre Barnias en 2019, Thanatos, l'ultime passage,
mentionne le cas d'Anya Morjani, qui souffrait de plusieurs tumeurs, à l'état avancé et en stade terminal. Mais après son EMI, tumeur aurait entièrement disparu en une semaine. Selon le médecin qui s'occupait de son traitement, la patiente a récupéré de façon remarquable, mais le facteur principal serait la chimiothérapie qui a été initiée peu de temps avant l'expérience. L'expérience de mort imminente et expérience de mort partagée. L'expérience de mort partagée, d'après le livre de Dr Moody, témoin de la vie après la vie, a les mêmes caractéristiques de EMI et même diversité. La personne témoigne du départ de l'autre grâce à une communication entre consciences. Premier témoignage contemporain. Les premiers témoignages contemporains furent recueillis par le docteur Elizabeth Kübler-Ross, qui préfaça le premier ouvrage de Dr Raymond Moody, La vie après la vie, qui était publié en 1975. Après avoir repris conscience, certains patients font au docteur Moody un récit qui lui sont présentés des similitudes, des corporations, conviction d'être mort et cependant consommé dans un autre corps immatériel ou corps astral, déplacement le long d'un tunnel, vision d'une lumière intense, rencontre avec des personnes décédées ou des êtres de lumière, remémoration en accéléré de sa propre existence, vue panoramique, prise de conscience. Dans la majorité des cas, l'expérience est jugée agréable et qualifiée de lumineuse, avec une connotation mystique, au point de la personne éprouver ensuite des difficultés pour revenir à la réalité matérielle du monde. 4% des personnes décrivent cependant cette expérience comme effrayante ou désespérante. Certaines études menées dans des contextes différents contestent ce constat et montrent une grande variation du sentiment agréable et désagréable en fonction du milieu culturel et religieux. Il est difficile, quoi qu'il en soit, d'établir la fréquence réelle des EMI, dites négatives. Le caractère traumatique de l'expérience, la culpabilité, la honte ou la peur de passage pour fou empêchent sans doute un certain grand nombre de sujets de parler librement. Les spécialistes classent les EMI négatifs en 3 catégories. Infernal, dénué de sens et inversé. Dans la première, l'expérience descend dans un monde souterrain à l'imagerie terrifiante et proche de nos représentations de l'enfer. Dans la seconde cas, il se trouve au milieu d'un espace vide et infini, et l'angoisse qui l'étreint naît de sentiments que cet état va durer éternellement. Pour la dernière configuration, la lumière est bien présente, mais elle est perçue comme agressive, comme venant prendre possession, et comme quelque chose de répugnant. Certains EMI sont ambivalentes. Elles commencent de façon négative avant de se transformer complètement. C'est le cas notamment de celle célèbre mais controversée de Dr Eben Alexander. J'étais simplement là, dans cet endroit,
où l'obscurité pulsait, martelait. J'ai continué à avancer et me suis retrouvé pénétrant dans un vide immense, totalement sombre, infiniment grand, mais aussi infiniment réconfortant. Le docteur Jean-Jacques Charbonnet et Annie Babou ont recueilli des témoignages humains depuis 25 ans. À la suite de ces expériences, le docteur émet l'hypothèse que le cerveau n'est pas l'origine de la conscience et n'est que le récepteur. L'expérience type selon Dr Moody. L'expérience modèle de mort imminente selon Raymond Moody se présente ainsi. Voici donc un homme qui meurt, et tandis qu'il atteint le paroxysme de la détresse physique, il entend le médecin constater son décès. Il commença alors à percevoir un bruit désagréable, comme un fort timbre sonore ou un bourdonnement. Et dans le même temps, il se sent emporté avec une grande rapidité à travers un obscur et long tunnel. Après quoi, il se trouve soudain hors de son corps physique, sans quitter toutefois son environnement immédiat. Il aperçoit son propre corps à distance, comme un spectateur. Il observe de ce point de vue privilégié les tentatives de réanimation dont son corps fait l'objet. Bientôt, d'autres événements se produisent, d'autres êtres s'avancent à sa rencontre, paraissaient vouloir lui venir en aide, et il entrevoit des esprits de parents et d'amis décédés avant lui. Mais il constate alors qu'il lui faut revenir en arrière, que le temps de mourir n'est pas encore venu pour lui. À cet instant, elle résiste, car elle est désormais subjuguée par le flux des événements de l'après-vie. Ne souhaite pas ce retour. Par la suite, lorsqu'il tente d'expliquer à son entourage ce qu'il a éprouvé entre-temps, il se heurte à différents obstacles. En premier lieu, il ne parvient pas à trouver des paroles humaines capables de décrire de façon adéquate cet épisode supraterrestre. Pourtant, cette expérience marque profondément sa vie et bouleverse notamment toutes les idées qu'il s'était fait jusqu'à là à propos de la mort et de ses rapports avec la vie. Les 15 traits communs de l'expérience de mort imminente selon le point de vue de patient Dr Moody. 1. La communicabilité. Je ne trouve pas de mots pour exprimer ce que j'essaie de vous dire. 2. L'audition du verdict. J'ai entendu une voix de femme qui demandait « Est-ce qu'il est mort ?» Et quelqu'un d'autre répondit « Oui, il est mort. » 3. Les sentiments de calme et de paix. Je ne ressentais absolument rien. Si ce n'est paix, réconfort, bien-être, un grand calme. 4. Les bruits. J'entendis quelque chose qui ressemblait à un tintement de cloche dans le lointain, comme apporté par le vent. 5. Le tunnel obscur. Après me voilà comme entraîné dans ce long couloir sombre. Quelque chose comme un égout, si vous voulez. 6. La décorporation. Après quoi je me retrouvais en train de flotter, à peu près à 1,50 m au-dessous du sol.
jette le contact avec l'autre. C'est à ce moment que je me suis aperçu de la présence d'un tas de monde, presque une foule, planant à la hauteur du plafond de ma chambre. Tous des gens que j'avais connus auparavant et qui étaient passés dans l'autre monde. 8. L'être de lumière. J'étais d'abord très bouleversé. Mais c'est alors qu'est intervenue cette lumière brillante. Au début, elle m'a paru un peu pâle, mais tout à coup, il y a eu ce rayon intense. 9. Le panorama de vie. Je me demandais ce qui m'arrivait, parce que d'un seul coup, je me retrouvais toute petite. À partir de là, je me suis mise à avancer à travers les premiers temps de mon existence, année par année, jusqu'au moment présent. Alors un enfant qui vit une humiliée est dispensé de cette étape. 10. La frontière ou limite. À l'apparition de cette lumière, des pensées et des paroles me sont venues à l'esprit. Veux-tu mourir? Le retour. Je me sentais un devoir envers les miens, alors j'ai pris la décision de revenir. 12. Problème de témoignage. J'avais bien trop peur que personne ne veuille croire que je disais la vérité. Un autre dit, mais je n'étais qu'un petit garçon. Elle n'y a prêté aucune attention. Alors, je n'ai plus jamais parlé à personne. Un autre dit, c'est vraiment très très important de découvrir que d'autres ont eu la même expérience, parce que je me rendais pas compte. 13. Répercussions sur la conduite de vie. Beaucoup m'ont assuré qu'à la suite de ces événements, leur vie avait gagné en profondeur et en largeur de vue. Beaucoup m'ont assuré qu'à la suite de ces événements, ils se sont mis à réfléchir, à s'interroger davantage sur des problèmes philosophiques fondamentaux. Tout ce que je savais, c'est que, à la suite de cette affaire, j'avais brusquement mûri. Auparavant, j'agissais sous le coup d'impulsion. Maintenant, je réfléchis d'abord aux choses, calmement, lentement. Faut que tout passe d'abord par ma conscience et soit bien digéré. À partir de ce moment, j'étais plus consciente de posséder un esprit que je ne l'avais été d'avoir un corps physique. Depuis lors, on m'a souvent fait remarquer que je produisais un effet calme sur les gens, agissant de façon immédiate lorsqu'ils se sentent soucieux. Presque tous les témoignages mettent l'accent sur l'importance de l'amour du prochain, unique et profond. En outre, bien d'autres insistent sur l'importance de la recherche, de la connaissance. 14. Nouvelle perspective sur la mort. Il va falloir que je change beaucoup de choses avant de m'en aller d'ici. Mais depuis cette expérience, je ne crains plus la mort. Mes appréhensions se sont évanouies. Je sais donc que d'être de lumière reviendra avec cette voix, mais pour ce qui est de la date,
Je n'ai aucune idée. 15. La confirmation. J'ai dit à mon père tout ce qui s'était dit autour de moi, et mon père a reconnu. Oui, tout cela est exact. Le psychiatre Stanislav Grof, connu pour ses travaux sur les expériences sous LSD, comme l'un des fondateurs de la psychologie transpersonnelle et promoteur de la respiration holotropique, déclare: un exemple intéressant d'expérience de sorte de corps véridique en situation de mort imminente est celui de Ted, un enseignant afro-américain de 26 ans, souffrant d'un cancer inopérable. L'équipe médicale s'était décidée à l'opérer. Nous apprîmes qu'au cours de l'opération, Ted a vu 2 arrêts cardiaques entraînant une mort clinique et qu'il avait dû être réanimé à 2 reprises. Nous interrogeâmes Ted sur ce qu'il avait vécu. Cette conscience se trouvait en haut du plafond et qu'il n'arrivait pas à revenir dans son corps. Il se mit à décrire avec précision ce que nous portions comme vêtements lors de notre présente visite. Il ne faisait aucun doute qu'il avait perçu avec justesse les personnes présentes dans la pièce, alors que ses yeux étaient restés fermés. Il avait même remarqué à un moment des larmes couler sur les joues de Joan Halifax. Il vit une lumière brillante, accompagnée d'un sentiment de sacré et d'une profonde paix intérieure. Il voyait simultanément un film au plafond retraçant de façon intense tout le mal qu'il avait fait dans sa vie. Devant ses yeux défilaient le visage de toutes les personnes qu'il avait tuées pendant la guerre. Il ressentait la douleur et la souffrance de toutes les personnes auxquelles il avait fait du mal. Tout au long de sa Stanislav Grof, quand l'impossible arrive, 2007, Guy Tridaniel, éditeur PP 205-207. Le concept de mort partagée. Il existe aussi que Raymond Moody appelle les expériences de mort partagée dans son dernier ouvrage intitulé Témoins de la vie après sa vie. Les expériences de mort partagée ressemblent aux expériences de mort imminente, décorporation, autoscopie, lumière mystique, sentiments exacerbés de bien-être, d'amour et de paix. Les expériences de la mort partagée sont vécues par des gens en bonne santé physique et psychologique et qui se manifestent au moment ou après les décès d'un proche. Par exemple, ils se tiennent près du corps, ils sont transportés ailleurs. Comme échappés de leur propre corps, émergés dans une intense lumière, participent dans la paix et l'amour au départ du proche ou du passé, après avoir généralement visualisé à ses côtés le film de sa vie. Et voici comment est exposé dans un témoin de la vie après la vie le récit modèle d'une telle expérience. Une femme appelée Jeanne est assise auprès de son mari, en phase terminale d'un cancer, après 30 ans de vie commune, et il a perdu conscience. D'après le médecin qui le soigne, sa mort est imminente. Tandis qu'elle le regarde, une brume blanche s'élève et se dissipe dans l'air
au-dessus de lui. Soudain, la chambre s'éclaire et s'emplit d'une lumière blanche, dans laquelle dansent des particules. Jeanne, qui se sent un peu étourdie, comprend tout à coup qu'elle a quitté son corps et qu'elle flotte non loin du plafond de la chambre. Elle se voit en bas, assise, du cadavre de son mari. Ce qui lui paraît bizarre, car elle le sent en même temps non loin d'elle. Elle tourne la tête, il le voit qui lui sourit. Le couple continue à planer tandis que ces scènes de leur vie surgissent autour d'eux. Ils voyagent dans leur passé, en voyant défiler ces fragments dont certains se présentent de façon panoramique. Parmi ces scènes se trouvent des séquences dont Jeanne ne fait pas partie. Des scènes de la vie de son mari. Ensemble, se déplacent vers un coin de la chambre qui n'est plus à un angle droit. Toute la pièce a changé de forme. Il semble continuer à se transformer. C'est peut-être cette ouverture à ce tube qui semble se dilater près du plafond comme porte vers un ailleurs. Jeanne, son mari pénètre et débouche dans un paysage édénique. Autour d'eux, tout est beauté. Jeanne et son mari marchent sur un sentier qui descend vers un cours d'eau. Comme ils s'en approchent, Jeanne se rend compte qu'elle ne peut pas aller plus loin. Elle était heureuse pour son mari, qui ne souffre plus et n'a plus de corps mortel. Elle prend congé de lui. En un éclair, se retrouve dans son corps de chair et os, assise auprès de celui inerte de son mari. 7 caractéristiques selon Dr Moody. Plus succinctement, Raymond Moody analyse 7 éléments constitutifs de ce phénomène. 1. Le changement de géométrie. La pièce semble se muer en quelque chose d'autre elle s'étire et s'effondre en même temps, sinon comme une géométrie alternative, dite un expérienceur mathématicien. 2. Une immersion dans une lumière mystique, source de pureté, d'amour et de paix. 3. Une musique et des sons accompagnent l'expérience. 4. Décorporation de l'expérience de la personne décédée. 5. Ils reviennent ensemble, le film de passé du défunt. Je me tenais devant ce qui ressemble à un vaste écran avec mon mari qui venait de mourir. Nous regardions sa vie se dérouler sous nos yeux. Certaines des choses que j'ai vues, je les ai ignorées complètement jusqu'alors. 6. Découverte d'un paysage irréel ou édénique. 7. La brume au moment de la mort. Celle-ci correspond à une espèce de fumée blanche qui s'échappe du corps du défunt et prend parfois une forme humaine. L'étude de Pim van Lommel. La première étude clinique sur les expériences de mort imminente chez des patients en arrêt cardiaque a été réalisée par Sam Parnia en février 2001, suivie en décembre
2001 par celle de Pim van Lommel, un cardiologue néerlandais et son équipe, de Lancet 2001. Sur 344 patients qui ont été réanimés avec succès après avoir souffert d'un cardiaque, 62 ont exprimé un souvenir pyro-piratoire et parmi ceux, 41 ont expérimenté une EMI classique qui inclut une expérience de sortie de corps. Et selon Van Lommel, les patients se souviennent des détails de leur état durant leur arrêt cardiaque, bien qu'ils soient cliniquement morts, avec une activité du cortex cérébral plat. Parmi les 62 patients qui ont exprimé un souvenir, 50% ont rapporté une conscience d'être morts. 31% se souvient d'avancer dans un tunnel, tandis que 32% décrivent la rencontre de personnes décédées. Par ailleurs, c'est les patients qui ont vécu une EMI signalent souvent un sentiment de paix et de bonheur. Seulement 56% des sujets de l'étude associent l'expérience avec telle émotion positive. Aucun patient n'a apporté une EMI pénible ou effrayante. De même, les personnes qui ne connaissent pas EMI après un arrêt cardiaque se désintéressent de la spiritualité et leur peur de la mort a également diminué. Ces deux processus, comme la plupart des transformations psychologiques associées à une approche de la mort, se déroulera sur plusieurs années. Van Lommel conclut que ces découvertes confortent la théorie que la conscience perdue, malgré l'absence d'activité neuronale dans le cerveau, conjecture que la continuité de la conscience peut être réalisée si le cerveau agit comme un récepteur pour l'information générée par le souvenir et la conscience, qui existent indépendamment du cerveau, de même que l'information radiophonique, la télévision et l'Internet existent indépendamment des instruments qui conçoivent ces émissions. Pim van Lommel argumente que, avec une explication purement physiologique, comme l'anoxie cérébrale, pour l'expérience de mort imminente, la plupart des patients qui ont été cliniquement morts devraient en rapporter une. Selon le chercheur Sam Parnia de l'université de Southampton, la mort commence lorsque le cœur cesse de battre. Mais nous pouvons intervenir et ramener des gens à la vie, parfois même au bout de 3 à 4 heures, quand ils sont maintenus très froids. Il se pourrait qu'une proportion beaucoup plus élevée de gens aient des expériences de mort imminente, mais ne s'en souviennent pas. Les expériences de ce type sont en général très marquantes pour les sujets qui les vivent. Le retour de la conscience peut s'accompagner d'une certaine confusion entre EMI et la réalité. À une peur d'être considéré comme victime de maladies mentales. Les conclusions de l'étude de Pim van Lommel en faveur de l'hypothèse de la survie, c'est-à-dire que la conscience peut fonctionner totalement, neuroscientifique, totalement indépendamment du cerveau, et par conséquent survivre à la mort de celui-ci. On était critiqué par des mouvements sceptiques, ainsi que par des neuroscientifiques qui estiment avoir une théorie claire du phénomène. La vie après une EMI. Les travaux de Dr. Van Lommel ainsi que d'autres études et enquêtes ont aussi mis en évidence de profonds changements dans la vie du rescapé. Celui-ci n'a plus peur de la mort et développe plus
plus de compassion et d'altruisme à l'égard de son environnement. Le bouleversement des valeurs est parfois tel que l'expérience embrasse une nouvelle carrière. C'est le cas de Jack Baranowski, entraîneur de football devenu infirmier puis psychanalyste, ou de Vincent Lafargue, qui s'est tourné vers le sacerdoce après été animateur radio et professeur de théâtre. De même, après certains récits, l'expérienceur peut revenir avec de nouvelles facultés. Clairvoyance, télépathie, prémonition. Il devient médium ou guérisseur. De nombreux cas de cette espèce ont fait l'objet d'études scientifiques, notamment par le psychiatre américain Bruce Grayson ou la sociologue australienne Sherry Stenderland. Dans certains cas, on le trouve doué de dispositions dans le domaine intellectuel. Marie de Solem, cascadeuse, équestre et peut porter à l'étude, à la lecture, entreprenant un cursus de psychologue et de philosophe qui l'amènera à soutenir une thèse d'état, tandis que Tom Sawyer, simple mécanicien établi dans un garage de New York, se découvre une passion pour la science des quanta et s'assoit pour la première fois à l'âge mûr sur les bancs de l'université, où il validera une licence en physique. Le cas de Pamela Reynolds, contemporaine, initialement rapporté par un médecin, repris dans les médias et critiqué. Le cas de Pamela Reynolds est populaire. Cette Américaine, alors âgée de 35 ans, a vécu en 1991 une EMI pendant une opération d'un anévrisme géant au tronc basilaire. Avoir un tel anévrisme est très délétère. Il peut se rompre et saigner à tout moment, détruisant alors le tronc cérébral adjacent et causant la mort. Enlever tel anévrisme géant est très délicat, et sa localisation est également très difficile à approcher. Pour réaliser cette opération à haute risque, le neurochirurgien Robert F. Spitzler a utilisé la technique nommée arrêt cardiaque hypothermique, Deep Hypothermic Circulatory Arrest, dont il a l'expertise qui consiste à baisser la température corporelle à 15,5 degrés Celsius et à mettre en place une circulation sanguine extracorporelle. Ceci permet d'enlever l'anévrisme sans perte de sang excessive, aussi bien que de protéger les tissus cérébraux adjacents de dommages éventuels. De cette fait, Pamela Reynolds a été maintenue 45 minutes avec un électrocéphalogramme EEG plat. Aucune activité électrique cérébrale détectable. L'opération, proprement dite, a duré près de 6 heures. La littérature paranormale affirme que le EMI de Pamela Reynolds s'est déroulé durant cette période d'arrêt cardiaque hypothermique. Et voici son récit. Elle est sortie de son corps au moment de l'arrêt de l'EEG, et elle a pu raconter en détail, après coup, toute l'opération à laquelle elle aurait assisté de l'extérieur. Les anecdotes entre infirmières, les instruments chirurgicaux utilisés, puis une phase transcendante, le tunnel
lumière. Elle est morte le 29 mai 2010, à l'âge de 53 ans, 19 ans après son opération. Elle est considérée par certains comme une preuve de la réalité de la survie de la conscience après la mort. Ce récit de Millie a gagné une popularité internationale énorme depuis sa publication en 1998 dans un livre Light and Life du cardiologue américain Michael Sabom. Ce récit a été repris par Daniel Morer dans les expériences de la mort imminente. Les témoignages de Pamela Reynolds et de ses médecins ont donné lieu à un reportage diffusé mondialement. Études survivalistes. Certains considèrent les EMI comme le précurseur d'au-delà, affirment que les EMI ne peuvent pas être entièrement expliqués par des causes physiologiques ou psychologiques, et que la conscience peut fonctionner indépendamment de l'activité cérébrale. Beaucoup de témoignages semblent inclure des éléments, selon plusieurs théoriciens, ne peuvent s'expliquer que par une conscience désincarnée. Par exemple, dans un cas, un témoignage d'une femme décrit avec précision un instrument chirurgical qu'elle n'avait pas vu auparavant. Et elle rapporte une conversation qui a eu lieu alors qu'elle était sous l'anesthésie générale. Dans un autre récit, issu d'une étude prospective néerlandaise sur les EMI, une infirmière a enlevé le dentier d'un patient inconscient atteint d'une crise cardiaque. Alors, lorsqu'il retrouva ses esprits, demanda à cette infirmière de le lui rendre. Il est difficile d'expliquer en des termes habituels comme un patient inconscient pourrait par la suite avoir reconnu l'infirmière. Le docteur Michael Sabom rapporte le cas d'une femme qui a subi une opération chirurgicale pour un anévrisme. La femme a signalé une expérience hors du corps, qui continue alors qu'il y avait une absence totale d'activité EEG pendant une brève période. Grayson affirme qu'aucun modèle physiologique ou psychologique n'arrive à expliquer à lui seul toutes ces caractéristiques communes des EMI. Le paradoxe d'une lucidité et d'une conscience accrue de son environnement et de soi, ainsi que le processus de pensée logique qui apparaît dans une telle période d'altération et de confusion cérébrale, soulève de singulières et de troublantes questions à propos de notre compréhension actuelle de la conscience et de sa relation avec la fonction cérébrale. Une capacité de sensation claire, processus complexe de perception pendant une période de mort clinique apparente contredisent l'idée que la conscience est localisée exclusivement dans le cerveau. Certains chercheurs ont suggéré que les patients inconscients peuvent continuer à entendre des conversations, même si les appareils médicaux n'enregistrent aucune activité cérébrale. Les recherches menées à l'université de Sheffield conduisent à la conclusion que la libération d'adrénaline provoquée par les lésions tissulaires au cours de la chirurgie peuvent provoquer cela. Des résultats récents ont également montré que les personnes diagnostiquées dans un état végétatif défini peuvent communiquer par l'intermédiaire de leur
pensée, ce qui fut détecté par IAM.